Une paroi de grès de 150 mètres surplombe un canyon latéral du nord-est de l'Arizona. Et en dessous se trouvent 150 pièces inhabitées depuis 700 ans. Les poutres du toit sont toujours là. Le mortier porte encore les empreintes digitales de ceux qui l'ont posé. Les visiteurs disent que les occupants semblent être partis la semaine dernière. Les manuels scolaires expliquent leur absence par une phrase : la sécheresse. Le désert les aurait abandonnés. Mais chaque poutre de cette alcôve porte une année inscrite dans ses cernes. Et le dernier arbre abattu ici date de 1286. C'est cette date qui pose problème. Car les habitants de ce canyon ne mouraient pas de faim lorsqu'ils l'ont construit. Ils construisaient de nouvelles pièces, et la sécheresse à laquelle on attribue tous les maux ne peut expliquer leur départ définitif. Ce système de canyons s'appelle Tsegi, un réseau ramifié de grès Navajo, situé à l'extrême nord-est de l'Arizona, sur des terres appartenant à la nation Navajo. 3 habitations troglodytiques y subsistent sous protection fédérale. Quetzil, environ 150 pièces, et 6 kivas nichés dans une seule alcôve. Betatakin, quelques 120 pièces blotties dans un amphithéâtre naturel creusé dans la roche. Et la maison des inscriptions, désormais trop fragile pour être visitée. Tout ici a survécu pour 2 raisons, sans aucun lien avec les bâtisseurs. L'air est suffisamment sec pour que le bois ne pourrisse pas. La falaise surplombante capte la pluie et la neige avant qu'elles n'atteignent les murs. Grâce à ces éléments, ils ont conservé des matériaux que presque rien d'autre sur ce continent n'a pu préserver. Des poutres de toit encore en place, du plâtre qui adhère encore à la pierre, de la corde, des épis de maïs, des sandales, un perroquet desséché, emporté vers le nord par des marchands et abandonné sur place avec le départ des habitants. Richard Wetherill atteignit Quetzil en mars 1897, suivant un canyon sans raison particulière. Ce qu'il y découvrit fut, selon lui, la plus belle collection de poteries qu'il ait jamais vue. Et ce sont ces poteries qui ont fait la renommée du site. La poterie est d'ailleurs la chose la moins importante que quiconque ait jamais retirée de cette alcôve. Le plus important, c'était le bois. Voici la correction qui change tout par la suite. Au tournant du XXe siècle, un astronome nommé Andrew Ellicott Douglas vint en Arizona pour étudier les taches solaires. Il recherchait un lien entre les cycles solaires et le climat, et avait besoin d'un long registre météorologique que personne n'avait encore consigné. Il commença donc à compter les cernes des arbres. Un cerne large indiquait une année humide, un cerne étroit, une année sèche, et cette alternance de cernes larges et étroits se répétait comme une empreinte digitale pour chaque arbre ayant vécu les mêmes saisons. En comparant le motif d'un arbre vivant à celui d'un arbre mort, on peut remonter le temps. En répétant l'opération, on finit par trouver du bois coupé avant même que l'on connaisse l'existence de ce continent en Europe. Douglas n'a pas inventé cette méthode dans les forêts vivantes. Il l'a mise au point sur des poutres de toit extraites de ruines semblables à celles-ci. La science qui permet de dater tout le sud-ouest américain a été élaborée en Arizona à partir de bois provenant de ruines de l'Arizona. Cet état n'est pas le décor de l'histoire. Il en est l'instrument. Et cet instrument accomplit quelque chose qu'aucune autre preuve archéologique américaine ne peut faire. Chaque effondrement, chaque abandon, chaque fin enregistrée sur ce continent est daté en siècles, à 50 ans près, ou par une datation au radiocarbone assortie d'une marge d'erreur. Pas celui-ci. Celui-ci est daté de l'année où la hache a planté la hache dans l'arbre.
Cette précision est sur le point de devenir un problème très sérieux. L'alcôve de Kids Hill était occupée bien avant le village qui s'y trouve aujourd'hui. Des fouilles ont mis au jour des maisons semi-enterrées, creusées dans le même abri dès le IXe siècle. Petites, dispersées, elles étaient l'œuvre de quelques familles. Puis l'alcôve est restée silencieuse pendant des générations. Le site que les visiteurs voient aujourd'hui a commencé à se développer vers 1250, et ce qui s'est passé ensuite est inscrit dans les poutres avec une précision presque troublante. Entre 1272 et 1275, les bâtisseurs de Kids Hill ont construit des dizaines de pièces, en 3 ans. Pas un mur réparé ici, un entrepôt ajouté là, mais une frénésie de construction coordonnée qui a remodelé toute l'alcôve. La construction s'est poursuivie ensuite, plus lentement, par petites touches, ce qui explique l'aspect hétéroclite du village qu'il conserve encore aujourd'hui. Les dernières pièces furent érigées en 1286. Beta Takin raconte la même histoire, avec des contours encore plus nets. Le village fut fondé à la fin des années 1260, et Jeffrey Dean, du laboratoire de recherche sur les cernes des arbres de l'Université d'Arizona, a établi la séquence de construction, poutre par poutre. Beta Takin ne s'est pas construit comme les villages se développent habituellement, foyer après foyer au gré des besoins. Il s'est construit par étapes planifiées. Et les poutres révèlent quelque chose d'encore plus étrange. Nombre d'entre elles furent découpées des années avant d'être utilisées, stockées et laissées d'assécher pendant que le site restait inexploité. Réfléchissez à ce que cela signifie. Quelqu'un a choisi l'alcôve, abattu les arbres, empilé le bois et attendu qu'il sèche. Ce n'est pas du désespoir. Il s'agit d'un comité qui décide où la prochaine génération vivra et qui prépare le terrain pour elle. Comparez cela au récit qu'on vous a fait. Un peuple anéanti par la sécheresse, creusant un dernier labyrinthe dans un sol aride, se réfugiant dans les rochers pour y mourir. L'archéologie d'une communauté en déclin se résume à des pièces abandonnées, des murs rapiécés, une surface habitable réduite à néant et un régime alimentaire se limitant à ce qu'on peut attraper ou déterrer. Ce n'est pas ce que décrivent les poutres. Elles témoignent d'une planification, d'une main-d'œuvre abondante et d'une confiance en l'avenir. Les fouilles le confirment. L'environnement local de ces canyons semble avoir nourri les habitants et leur avoir même permis de disposer de ressources supplémentaires, alors même que la situation se dégradait ailleurs sur le plateau. La limite réelle est essentielle ici. Alors, agissez maintenant, plutôt que plus tard. La population maximale de Kids Hill n'a peut-être atteint que 150 personnes environ, et une alcôve pleine est une alcôve exiguë. Une communauté peut être bien nourrie et pourtant manquer d'espace. Prospérité et pression ne sont pas incompatibles, et nul ne saurait prétendre que le bois permet de comprendre ce que ces gens ressentaient face à leur situation. En revanche, il permet de situer le temps. Environ 14 ans après la pose de la dernière poutre du dernier toit, Kids Hill était désert. Beta Takin était désert. Et 14 ans plus tard, chaque canyon, mesa et vallée, dans un rayon de 320 km, l'était également. L'explication que vous avez entendue n'est ni absurde, ni inventée. Elle repose sur des données réelles et mérite d'être exposée clairement avant toute critique. À partir de 1276 environ, le plateau du Colorado connut une période de sécheresse si intense que les archéologues lui donnèrent un nom, la Grande Sécheresse. Elle dura environ 23 ans, clôturant le siècle. Maz ne pardonne pas cela.
Dans une région où les agriculteurs cultivaient déjà du maïs à des altitudes et sur des sols impropres à cette culture, une série d'étés désastreux n'est pas un simple désagrément. C'est l'effondrement des fondations. Et voici le détail qui fait de cette preuve la plus éloquente de toute l'histoire. La sécheresse est mesurée dans le même bois qui permet de dater les bâtiments. La poutre qui atteste de la construction d'un toit en 1274 indique également la quantité de pluie tombée cet été-là, l'été précédent et chaque été depuis la naissance de cet arbre. Un objet, deux archives. Le calendrier et le bulletin météorologique, taillés dans le même tronc. Ainsi, la version classique s'impose d'elle-même. La pluie a cessé. La récolte de maïs a été mauvaise. Les habitants sont partis. Or, les chercheurs qui étudient ce matériau de plus près ne se sont jamais contentés de l'explication par les seules précipitations. L'argument de Jeffrey Dean, élaboré sur plusieurs décennies, est que le problème de fond résidait dans l'eau du sol plutôt que dans la pluie. À la fin du XIIIe siècle, sur le plateau, des cours d'eau ont commencé à creuser leurs propres plaines inondables, et le niveau de la nappe phréatique a baissé. Ce processus est insensible aux caprices de la météo. La pluie, on peut attendre. Un canal creusé à 4,5 mètres en contrebas des champs cultivés par votre grand-père ne représente pas une mauvaise année. C'est la disparition définitive de la seule terre cultivable qui vous reste. À présent, ce chiffre, mentionné à l'origine, et sa signification, 1286, ne correspond pas simplement à la dernière date de construction à Kitsil. Ce n'est pas non plus la dernière date à Beta Takin. Il s'agit de la dernière date d'abattage d'arbres retrouvés sur un site ancestral Pueblo du plateau du Colorado. Pas la dernière dans ce canyon, pas la dernière en Arizona, la toute dernière. Après 1286, sur un territoire ancestral s'étendant sur 4 États actuels, plus personne n'a abattu de poutres pour construire. Les traces ne s'estompent pas. Elles s'arrêtent net. C'est ce fait qui a servi de fondement à l'explication par la sécheresse pendant près d'un siècle, car la chronologie est quasi parfaite. Les années de sécheresse arrivent, la construction s'arrête, le canyon se vide. Cause-effet, l'affaire est close. Cette histoire a été imprimée sur des panneaux de musée, enseignée aux écoliers et répétée dans des documentaires depuis bien plus longtemps que nous ne sommes nés. Et puis en 2002, une équipe de chercheurs a décidé de le prouver de manière irréfutable. Non pas avec de la poterie ou du pollen, mais en reconstituant une vallée entière de l'Arizona dans un ordinateur et en rejouant le XIIIe siècle depuis le début. L'ordinateur ne viderait pas la vallée. Le lieu choisi fut Longhouse Valley, sur Black Mesa, au nord-est de l'Arizona, terre natale du peuple Kayenta qui construisit les habitations troglodytiques de Tsegi. Ce site fut choisi car il avait été minutieusement exploré. Les archéologues connaissaient l'emplacement de presque chaque foyer de cette vallée à presque chaque siècle, ce qui signifiait qu'ils possédaient déjà la réponse. Ce qu'ils recherchaient, c'était une machine capable d'y accéder par elle-même. L'étude parut dans les actes de l'Académie nationale des sciences en 2002, sous la direction de Robert Axtell, avec Joshua Epstein, Jeffrey Dean, George Gumerman et leurs collègues. La méthode est plus simple qu'il n'y paraît. À partir des cernes des arbres, des cartes pédologiques et de l'hydrologie reconstituée, l'équipe a calculé le rendement annuel de chaque hectare de maïs de cette vallée, du 8e au 14e siècle. Ils ont ensuite peuplé la vallée de foyers virtuels. Chacun cultivait une parcelle, mangeait, avait des enfants,
et lorsque la terre ne suffisait plus, déménageait ou disparaissait. Aucune théorie complexe d'effondrement n'était inscrite dans le programme. Juste des familles, du maïs et des terres qui se dégradaient. Puis ils ont lancé la simulation et ont observé le passage de 500 ans. Les résultats étaient véritablement impressionnants. La population simulée augmentait en même temps que la population réelle, atteignait un pic proche de celui de la population réelle et diminuait en même temps que la population réelle. Les foyers s'installaient même plus ou moins aux mêmes endroits que ceux recensés par l'enquête. L'environnement se détériorait réellement, et le modèle le démontrait avec une rigueur inédite. Et puis, il a échoué là où ça compte vraiment. La vallée simulée ne s'est jamais vidée. Les foyers continuaient de trouver des terres encore cultivables et s'y installaient. Pour que la population disparaisse complètement, les chercheurs ont dû pousser le modèle au-delà des limites que l'environnement seul pouvait justifier. Rien dans le maïs, le sol ou les précipitations n'était suffisant pour produire la faim qui s'est réellement produite. C'est sur cette phrase que repose toute cette histoire. L'effondrement environnemental explique la brutalité du XIIIe siècle. Il n'explique pas pourquoi toute la population a déserté. Soyons honnêtes, il s'agit d'un modèle, pas d'une vérité absolue. Ces paramètres ont été ajustés par des personnes qui connaissaient déjà le résultat qu'elles visaient. En 2009, Marco Jansen a réanalysé l'étude et a constaté que la qualité de l'ajustement dépendait fortement de ses choix. Quiconque cite cette étude comme preuve de quoi que ce soit se trompe lourdement. Mais l'échec résiste à la critique, et c'est là l'essentiel. On peut discuter de la précision de la courbe. Il est impossible de réduire une population agricole à zéro par la seule force des choses, dans des conditions raisonnables, car les populations agricoles ne se comportent pas ainsi. Les mauvaises années engendrent des réfugiés et des survivants. Elles ne créent pas des pays désertés. Quelque chose a fait disparaître les survivants. Quelque chose a convaincu les familles qui cultivaient encore la terre que rester n'était pas envisageable. Si le désert n'a pas achevé ce processus, alors quelque chose à l'intérieur des canyons l'a fait. Commençons par les bâtiments, car ils essayaient de nous dire quelque chose depuis longtemps avant que quiconque ne les interprète correctement. Pendant des siècles, les agriculteurs des quatre coins vivaient là où vivent les agriculteurs, sur les plateaux, à découvert, près de leurs champs. Puis, au cours du XIIIe siècle, des communautés successives se sont installées dans les falaises, dans des alcôves accessibles uniquement par échelle ou à l'aide de prises taillées dans la roche verticale. Les accès se sont réduits à un seul chemin, barrant l'unique voie d'accès. Kietziel et Betatakin illustrent ce modèle dans sa forme finale, et ce modèle est on ne peut plus clair. Personne ne transporte son grain, ses enfants et les poutres de sa toiture à 30 mètres de hauteur pour admirer la vue. On le fait à cause de ce qui se trouve en contrebas, dans la plaine. Les vestiges squelettiques de la région s'accumulent dans la même direction. La synthèse publiée sous le titre « Living Mesa Verde », éditée par Timothy Kohler, Mark Varian et Aaron Wright, documente l'augmentation des taux de traumatisme au cours du siècle, ainsi que l'existence de sites incendiés et non reconstruits. Il est essentiel de bien définir les limites, car elles sont cruciales. Les preuves les plus convaincantes proviennent du Colorado, et non de ces canyons d'Arizona. Personne n'a exhumé de massacre à Sigi. Importer la violence de 400 km de là et l'imputer à ce seul endroit serait précisément le genre de raccourci qui a faussé le récit initial. Une explication plus subtile existe en parallèle.
Les travaux de Donna Glowacki soutiennent que les changements religieux et organisationnels constituaient un facteur à part entière et non un simple symptôme de la famine. Les communautés ne se fracturent pas uniquement à cause des mauvaises récoltes. Elles se fracturent aussi au sujet de leur gouvernance, de l'autorité cérémonielle et de la signification même du monde. Un village peut être parfaitement nourri et pourtant se désagréger. Et puis il y a le mécanisme qui transforme tout cela en rupture totale, celui qui manquait à la simulation. Un village n'est pas seulement un lieu, c'est un vivier de partenaires commerciaux, de conjoints, de main-d'œuvre pour les semailles et de victimes collatérales en cas de problème. Quand vos voisins partent, rien de tout cela ne disparaît avec eux. Vos fils ne trouvent pas d'épouse. Vos surplus ne trouvent pas preneur. Votre abri défensif nécessite 30 adultes pour être maintenu, et vous n'êtes que 11. Le sol sous vos pieds est encore parfaitement fertile, et y rester est de toute façon devenu impossible. Le départ engendre le départ. Chaque famille qui part aggrave la situation de la suivante, et le processus s'accélère jusqu'à ce que le dernier foyer du canyon parte pour une raison sans rapport avec la pluie. Rien de tout cela n'est prouvé pour Seiji en particulier. Les faisceaux indiquent une date, pas un mobile. Ils établissent simplement qu'il s'agissait d'une décision prise par des personnes qui avaient le choix, et non d'une lente agonie. Ce qui laisse la question que le récit de la disparition n'a jamais pris la peine de poser, car il supposait qu'il n'y avait pas de réponse. Où sont-ils réellement allés? À 300 km au sud de Seiji, dans la vallée de San Pedro, au sud-est de l'Arizona, se trouvent 2 sites qui apportent la réponse. Les ruines de Rive, fouillées par Charles DiPeso, et dont les résultats ont été publiés en 1958, et le site de Davis Ranch, fouillé par Rex Gerald en 1957, dont les découvertes ont attendu plus de 60 ans avant d'être pleinement publiées, grâce à Patrick Lyons du Musée d'État de l'Arizona en 2019, en sont des exemples. Ce qui permet d'identifier les personnes qui les ont construites, ce ne sont pas les poteries. En archéologie des migrations, les poteries constituent l'indice le plus fragile, car elles se déplacent d'elles-mêmes. Un bol trouvé dans une pièce prouve qu'il y a eu des échanges, mais pas qu'il y a eu des déplacements. DiPeso et Gerald ont plutôt découvert des détails uniques, impossibles à reproduire ou à importer. Les sas d'entrée de Kayenta, avec leurs marches en pierre et leurs dalles dressées pour dévier les courants d'air du foyer, construits selon les mêmes spécifications que les portes des canyons du Nord, en sont des exemples. Ils ont également mis au jour des plaques perforées, de simples disques d'argile servant de surface de travail au potier, sans origine ni tradition locale, dans le sud de l'Arizona. Suivez cette logique, car elle constitue le fil conducteur de toute cette histoire. Les biens de prestige voyagent, les idées voyagent, mais pas les portes. Personne, à 400 km de distance, ne décide de reconstruire l'entrée de sa maison dans un style étranger par simple effet de mode. La manière dont on construit le seuil que l'on franchit chaque jour est la dernière chose que l'on conserve et la dernière chose que l'on emprunterait. Il ne s'agissait pas de marchandises, il s'agissait d'êtres humains. L'arrivée ne fut pas sans heurts. Les ruines de Rive surplombent une paroi rocheuse de 18 mètres de haut, leurs accès étant murés. Les communautés Hohokam, déjà installées à proximité, réagirent en se regroupant dans des villages fortifiés dont elles n'avaient pas besoin auparavant. Les travaux de Jeffrey Clark et Patrick Lyons interprètent cela comme une arrivée conflictuelle. Les nouveaux venus n'étaient
pas des invités, et les deux camps le savaient. Puis, en avril 2025, la revue Nature publia une étude inédite dans ce domaine. Thomas Pinotti, Michael Adler, Eske Willerslev et leurs collègues ont comparé 16 génomes anciens provenant du territoire du Pueblo Picuris, au nord du Nouveau-Mexique, avec ceux de 13 membres actuels de la tribu. Ce projet, commandé et mené par les Picuris, a été coécrit par leurs dirigeants. Il en a résulté une continuité génétique ininterrompue et une étroite parenté avec les individus enterrés à Pueblo Bonito, dans le canyon de Chaco. Précisons ce que ce projet couvre et ce qu'il ne couvre pas. Il concerne les Picuris et Chaco, et non Tsegi. Il établit cependant le principe que tout ce mystère n'y est. Ce peuple n'a jamais disparu, et les archives en témoignent. Un autre élément, pourtant évident depuis toujours, est à noter. Les Hopi ont toujours appelé Kitsil par son nom, Kawestima, et Betatakin par Talastima. Ils nomment les clans qui vivaient dans ces niches et qui les ont quittés. L'adresse n'a jamais été perdue. Seuls les auteurs des manuels scolaires l'ont égarée. Ce soir, l'alcôve est toujours là. 150 mètres de grès soutenant 150 pièces à l'abri des intempéries. Les poutres sont toujours en place. Le mortier porte encore les empreintes digitales. Quelque part dans ce toit se trouve le dernier morceau de bois jamais coupé pour construire sur le plateau du Colorado. Abattu en 1286 par quelqu'un qui n'avait aucune raison de penser que c'était la fin de quoi que ce soit. Ils n'ont pas disparu. Ils sont partis, ce qui est tout autre chose. Et les gens partent pour des raisons. Les archives n'ont jamais disparu. Elles étaient simplement inscrites dans les cernes des arbres, les portes et les noms des clans. Et personne n'y a prêté attention. Le canyon s'est vidé. Les habitants, eux, sont restés. Si vous voulez découvrir le prochain exemple de ce genre, abrité à la vue de tous, abonnez-vous et dites-moi, qu'est-ce qui a finalement poussé la dernière famille de Seji à partir alors